Alors, ce soir, je vous propose une réflexion sur le thème suivant, crise, mythologie et biologie. Alors, peut-être, certains d'entre vous se demandent pourquoi un titre aussi incongru et presque surréaliste. Il existe deux modèles d'évolution, en dehors évidemment des modèles mathématiques qui sont construits par le système lui-même, deux modèles de compréhension de l'évolution. Un modèle mythologique. Et ce modèle mythologique, ce sont les quatre âges, la thèse des quatre âges, la théorie des quatre âges, qui dit qu'au fond, l'histoire passe par quatre grandes époques, l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. On verra tout à l'heure à quoi ils correspondent. Donc le mythe nous raconte une évolution de la civilisation. Donc on va essayer de faire cette analogie entre l'évolution de la civilisation que l'on connaît, c'est-à-dire depuis chasseurs-cueilleurs jusqu'à aujourd'hui, et cette thèse des quatre âges, et en tirer un certain nombre d'informations. Et puis l'autre grand système qui a traversé toutes les crises, au fond, vous savez qu'il y a eu 5 grandes extinctions depuis la naissance de la vie, peut-être qu'on approche la 6e, mais la vie a toujours traversé ces grandes extinctions, la vie en général. Je ne parle pas d'une espèce en particulier, je parle de la vie en général. Donc le vivant a toujours traversé des crises. Donc le vivant doit bien avoir un certain nombre de secrets qui, lus symboliquement, encore une fois, va nous dire ou va nous donner des pistes de réflexion sur comment traverser les crises. Donc nous allons donc déployer ce soir deux modèles, un modèle mythologique et un modèle biologique. Pourquoi ? Parce que finalement, le modèle mécanique, mathématique et darwinien, je vous dirai pourquoi le modèle darwinien est un modèle mécanique, est aujourd'hui incapable d'apporter des réponses nouvelles au système qui va de crise en crise. Donc ce que je vous propose simplement, c'est un nouvel éclairage fondé sur deux choses qui ne sont pas mécaniques, puisque le mythe parle de la question du sens, l'évolution du sens, et la biologie parle de l'évolution de la vie. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde ? Il se passe que nous avons un modèle de mondialisation économique. Alors, je lisais récemment un économiste qui disait, au fond, pour que la croissance économique puisse continuer à se développer, il faut aller vers la mondialisation. On va d'une manière inéluctable vers la mondialisation. On va vers une monnaie mondiale unique, qui est déjà en germe quelque part, parce que vous voyez bien que l'euro, évidemment, a unifié toute la zone européenne. Les pays du Golfe pensent à faire une monnaie unique, l'ALENA également, l'Union africaine également, etc. Donc, et l'Asie également. Donc on est aujourd'hui dans un processus d'unification monétaire. On est dans un processus, au fond, qui est le fait de gommer les différences culturelles pour aller vers l'universalisation d'un modèle unique, qui est le modèle occidental qu'on a développé depuis 2-3 siècles. Alors, si on regarde ce modèle, il est construit sur quoi ? Il est construit sur les mathématiques. Il est construit sur une forme de mécanisme. Il est construit sur une pure logique. Et ce que disait Alan Greenspan, c'est-à-dire, au fond, il a reconnu lui-même que son erreur, c'était de ne pas avoir tenu compte de l'irrationalité des marchés, et c'est ça qui a produit la crise. Donc, au fond, on a construit un modèle abstrait, théorique, objectif, qui ne tient pas compte de quoi ? De l'incroyable richesse des individus, des cultures et des différents modes de vie. Donc, vous voyez que si on rajoute à ça un modèle mythologique qui va nous parler du sens, et un modèle biologique qui nous parle de la vie, on a des chances d'avoir une lecture un peu plus équilibrée de l'avenir et de la crise actuelle, qui n'est en fait probablement qu'une prémisse. Puisque lorsque je parle de la crise, on peut parler bien sûr de la crise économique, mais vous voyez que d'autres crises se profilent. Il y a la crise écologique, bien évidemment. Il y a la crise liée à la croissance de la population. On ne peut pas nourrir tout le monde comme on se nourrit aujourd'hui dans les pays occidentaux. Et il y a surtout la crise des matières premières. Ça veut dire que dans quelques années, il n'y aura plus suffisamment de ressources pour que le système puisse continuer comme il continue aujourd'hui.
Donc, et je vous montrerai tout à l'heure par voie mythologique que la crise est sans doute plus ennuyeuse encore que cela. Mais le point important ici, c'est quoi? C'est de voir que le système actuel, au fond, ne répond pas aux besoins de l'homme et n'est pas construit sur la question « qu'est-ce que l'homme ?» En d'autres termes, on a un système où la finance est au service de l'économie, ou plus exactement, dans un système idéal, la finance devrait être au service de l'économie et l'économie devrait être au service de l'homme. Dans le système actuel, l'homme est au service de l'économie et l'économie est au service de la finance. Donc on a évidemment une inversion. Donc la question qu'on peut se poser, c'est comment utiliser ces crises, au fond, pour remettre l'homme au centre du système. Une autre chose importante, c'est qu'on ne change que ce que l'on remplace. En d'autres termes, ça ne sert à rien de chercher des boucs émissaires, les traders, je ne sais pas qui, les parachutes dorés et quoi d'autre. Ça ne sert à rien d'être dans une dimension de critique par rapport à ce qui existe, parce qu'après tout, ça pourrait être bien pire. Je veux dire, on mange tous, hein, on vit quand même dans une société d'abondance, etc. Donc là, le vrai levier de changer, changer quelque chose, c'est de proposer une nouvelle vision, c'est de proposer une nouvelle philosophie, c'est d'avoir en réalité un autre regard. Donc ça, sinon, qu'est-ce qui se passe? L'ancien système va utiliser les énergies de critique pour devenir encore plus puissant. Jung parlait de cela en parlant d'énantiodromie, hein, c'est-à-dire celui qui critique quelque chose finit par devenir comme ce qui est critiqué. Donc là encore, il est important de voir que nos énergies sont à mettre dans la force d'émergence d'un nouveau regard et non pas dans la lutte contre ce qui existe déjà. Sinon, on est piégé. Une autre chose importante, c'est la faculté de déni. Vous voyez, aujourd'hui, la bourse, elle est passée de 2500 points à 3700 points en l'espace d'un rien de temps, alors que sur le fond, rien n'a changé. Simplement, il y a les systèmes de croyance, une espèce de méthode couée de l'économie qui fait qu'on pense que les choses vont s'améliorer, simplement parce qu'il y a des mesures qui ont été prises. Donc, cette faculté de déni a une correspondance mythologique, ce sont les écuries d'Augias, dans les 12 travaux d'Hercule. Augias veut des rayons étincelants, il est d'une richesse fantastique, il a plein de troupeaux, etc. Mais il y a plein de fumier qui empêchent l'herbe de pousser sur le sol de ces écuries et alentour, dans tout le Péloponnèse. Il ne sent pas le fumier. Donc au fond, il ne voit pas les conséquences de la pollution, de la putréfaction, de ses propres ombres. Il est dans le déni. Parce qu'il est dans le déni, au fond, il réussit, il continue pendant longtemps à pouvoir fonctionner et à être dans la richesse. Et au moins, la terre sous ses pieds est en train de mourir. On est un peu aujourd'hui dans cette situation-là. Pourquoi cette expression a-t-elle eu et a-t-elle encore un franc succès? Nettoyer les écuries d'Augias. Peut-être parce qu'elle est d'actualité, qu'elle se rapporte à une structure mythologique profonde. Qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est de redonner aux mots leur sens. Il y a 2-3 ans, avec un ami en Inde qui est sannyasin, c'est-à-dire qui est américain, mais qui voyage depuis 30 ans en Inde, et il me disait la chose suivante qui m'a frappé. Il m'a dit, au fond, tous ces gens que tu vois là, c'est la télévision qui les a rendus pauvres. Autrement dit, c'est la comparaison par rapport à autre chose. Donc on confond souvent la pauvreté et la misère. Ce n'est pas la pauvreté qui est terrible, c'est la misère. Un autre mot important qui est le mot luxe. Luxe ne vient pas, comme on peut le penser, du fiat lux, de la lumière, mais il vient du latin luxus, qui est la même origine étymologique que le mot luxation et que le mot surabondance, luxuriance. Donc vous voyez que le mot luxe désigne une espèce de... C'est une pathologie en réalité, le luxe, parce que c'est une luxation. Et que c'est une abondance, c'est pas une abondance, c'est une surabondance. Donc c'est une espèce de distorsion de l'énergie qui est bloquée à un endroit et qui fait... c'est un cancer, c'est-à-dire c'est une suraccentuation d'une énergie mise à un endroit
qui fait qu'un endroit est en surabondance de biens et en même temps est en déviation par rapport à une droite ligne, comme dans la luxation. Alors c'est intéressant de réfléchir à ça, parce que vous voyez que l'élite, entre guillemets, politico-financière qui prend des décisions économiques aujourd'hui est dans le luxe. Autrement dit, est dans une forme de pathologie. Comment des gens qui sont dans cette structure de la pathologie peuvent-ils construire un monde non pathologique? Avec ce drame que, c'est pas un reproche, parce qu'on parle forcément de là où on est. On parle forcément de là où on est. Donc quand on est dans le luxe, on parle forcément à partir de la logique du luxe. Quand on est là ce soir, comme je suis plus dans la mythologie et le symbolisme, et la biologie, je suis biologiste de formation, je vais plus vous parler évidemment du point de vue du mythos et du bios. Le grand danger, c'est la généralisation. Ce qui est dangereux, au fond, pourquoi la généralisation est dangereuse? Parce qu'elle éteint tous les autres possibles. Et elle fait de lourds dossiers du genre voyez ma spécialité, c'est elle qui va sauver le monde. Il y a beaucoup de gens comme ça qui, du fait de leur spécialité, veulent sauver le monde. Donc pourquoi on a cette forme de pensée, au fond, qui est évidemment limitante? Je crois que Nietzsche disait « Tout esprit de système est un manque de probité ». Tout esprit de système est un manque de probité. Simplement parce qu'on est dans cette logique cerveau gauche. C'est-à-dire le cerveau gauche, il fait A plus B, A entraîne B, qui entraîne C, qui entraîne D, etc. Donc on est dans la logique de la cause unique qui entraîne la modification du système. Donc une erreur conceptuelle consiste à céder à cet hémisphère gauche et à croire qu'une seule idée, qu'une seule vision va pouvoir sauver tout le système. Puis il y a une autre raison qui est sans doute plus profonde, qui est liée à la structure monothéiste de nos cultures. Le Big Bang et le monothéisme nous racontent la même histoire. Ils nous racontent la création du monde à partir d'une singularité initiale. Le Fiat Lux et le Big Bang, c'est la même chose, au fond, dans deux champs, bien sûr, de référentiels différents. Or, la pensée monothéiste, monos, ça veut dire unique. Donc, la pensée monothéiste, contrairement au polythéisme, a du mal à accepter les différences, en termes, évidemment, de divinité, ici. Donc, quelque part, on est formaté par cette pensée qui dit une cause unique va transformer tout le système. On peut voir les choses autrement en disant, dans une lecture polythéiste ou dans une lecture, comment dirais-je, cerveau droit, la transformation n'est pas quelque chose qui va se faire parce qu'on a une bonne idée, une meilleure religion, plus de social, plus d'argent pour l'éducation, plus d'amour, que sais-je encore. Mais la transformation, la sortie de crise, la sortie des situations difficiles se fait parce que, je suis obligé de vous prendre une image, parce qu'il y a un certain nombre d'étincelles en chacun de nous qui s'allument, de différentes couleurs, de différentes tonalités, de différentes intensités, et que l'ensemble de ces étincelles va faire que la solution va se révéler, elle n'est guidée, dirigée par personne. Elle est simplement, on va dire, guidée, dirigée par la bonté de l'univers ou par la pressante présence du monde du sens qui cherche à réguler, à reproduire, à recréer de l'harmonie dans le système. Donc évidemment, cette logique, cette pensée-là est beaucoup plus inconfortable parce qu'il n'y a pas d'idée directrice. Je veux dire, le marxisme était le dernier grand messianisme mondial. Et le libéralisme aujourd'hui, ce n'est pas un messianisme évidemment, mais c'est un certain nombre de personnes qui dirigent nos destinées. Ce n'est pas nous qui choisissons l'avenir de l'économie, c'est un certain nombre de gens qu'on ne connaît pas et qui nous échappent complètement. Donc l'idée ce soir, c'est de proposer que chacun puisse reprendre en main ça, à travers évidemment deux grilles de lecture, qui est la grille de lecture biologique et la grille de lecture mythologique. Pourquoi c'est important? C'est important parce que le système actuel est un système mécanique. C'est-à-dire c'est achat, non-achat, augmentation du PIB, diminution du PIB, augmentation de la bourse, diminution de la bourse, etc. Donc on est dans un système binaire, on est dans un système duel. Et quand on est dans un système mécanique, au fond, on va faire comme dans une machine, on introduit des normes.
On introduit de la normalisation. Or, pour l'individu, toute acceptation de la normalisation est une forme de servitude volontaire. Simplement parce que c'est renier sa différence, c'est renier son originalité, c'est renier son potentiel. Le mot normal est intéressant, du reste, dans la langue des oiseaux, puisque vous pouvez l'entendre normal. Normal, c'est le mauvais nord. Normal, c'est le mauvais nord. Donc suivre quelque chose qui est normal, c'est pas suivre sa vraie boussole. Donc je me mets en garde contre la normalité. Je me mets en garde contre l'évaluation aussi. On parle beaucoup d'évaluation dans les systèmes économiques, politiques, aujourd'hui, etc. Or, si on revient au sens des mots, si on revient à l'étymologie, évaluer, ça veut dire quoi? Évaluer, ça veut dire donner de la valeur. Donner de la valeur. Et ensuite débattre, et ensuite enrichir cette valeur. Donc évaluer est tout sauf du contrôle. Évaluer est tout sauf du contrôle. Or, aujourd'hui, l'évaluation est devenue un contrôle, parce qu'elle est sanctifiée par des chiffres. Sanctifiée par des chiffres. Donc, si on revient sur le sens des mots, on revient au sens des valeurs, on revient au sens des notions. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante. Confucius, au VIe siècle avant notre ère, disait déjà ça, comme quoi la situation de crise n'était pas nouvelle. Il disait, au fond, il est important de revenir au sens des mots pour voir les choses telles qu'elles sont, et non pas être... que le cerveau reconstruise ce qu'il pense devoir voir. On reconstruit la réalité en permanence. C'est ça notre plus grande difficulté, c'est au fond de déconstruire tout ce qu'on a appris pour percevoir le grand inconnu qui va féconder l'émergence du nouveau. Et ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire le grand inconnu, je l'ai trouvé, venez, suivez-moi, etc. Le grand inconnu, il a besoin d'une multitude de véhicules pour pouvoir transpirer. Le vivant est fondé sur la différence et l'unicité. Ce qu'on cherche, nous, à faire dans notre système mathématique, économique, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une mondialisation, c'est d'universaliser un modèle unique. Donc c'est une perte de richesse incroyable. C'est une immense perte de richesse. C'est comme si quelqu'un dans cette salle se levait, on disait « je veux que tout le monde soit comme moi ». Vous voyez le problème. C'est la même chose par rapport aux cultures. L'incroyable richesse des cultures qui se sont déployées dans l'histoire. On peut penser à la Grèce antique, on peut penser à l'Empire romain, on peut penser au Moyen-Âge, on peut penser à l'Empire des Habsbourg, on peut penser au Commonwealth, rien que chez nous. Et toute cette incroyable richesse serait gommée par simplement une structure un peu comportementaliste, fondée sur le comportementalisme qu'on appelle l'économie, qui est fondée sur le contrôle et la régulation. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner là-dedans. Parce que ça nie au fond deux grands éléments de l'être humain, qui est le sens et qui est la puissance de la vie. C'est pour ça que j'ai choisi d'aborder ce soir la question à travers la mythologie qui traite du sens et à travers une lecture non darwinienne de l'évolution, donc à travers la biologie. Je voudrais, pour conclure ce point, vous lire une citation de Lévi-Strauss qui est tirée d'un ouvrage qui s'appelle « Race et culture », qui est la conclusion de son ouvrage. Nous avons au contraire cherché à montrer que la véritable contribution des cultures ne consiste pas dans la liste de leurs inventions particulières, mais dans l'écart différentiel qu'elles offrent entre elles. Le sentiment de gratitude et d'humilité que chaque membre d'une culture donnée peut et doit éprouver envers toutes les autres ne saurait se fonder que sur une seule conviction, c'est que les autres cultures sont différentes de la sienne, de la façon la plus variée, et cela même si la nature dernière de ces différences lui échappe, ou si, malgré tous ses efforts, il n'arrive que très imparfaitement à la pénétrer. Il ne peut pas y avoir de civilisation mondiale, puisque la civilisation implique la coexistence de cultures offrant un maximum de diversité, et consiste même en cette coexistence. La civilisation mondiale ne saurait être qu'autre chose que la coalition à l'échelle mondiale de cultures, préservant chacune son originalité. Et enfin, une humanité confondue dans un genre de vie unique serait une humanité ossifiée. Donc,
ce sera le point de départ, la conclusion du constat actuel, évidemment avec cette idée directrice qui est le modèle actuel, même s'il est pertinent, s'il est performant, n'est qu'une chapelle du monde du sens, et que le fait que cette chapelle-là devienne un empire, au risque d'écraser toutes les autres lectures possibles de l'économie et de notre manière de vivre ensemble, est un danger redoutable et en même temps entraîne nécessairement des crises et provoque la situation, et une des causes sans doute de la situation actuelle. Alors après avoir fait ce constat, nous allons aborder les deux modèles que j'ai évoqués, donc la mythologie et la biologie. Je faisais allusion au texte d'Ovide qui explique au fond il y a quatre grands âges à l'humanité. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. La théorie des quatre âges, je me réfère aux travaux de Georges Dumézil, la théorie des quatre âges a une origine iranienne et elle s'est répandue ensuite donc dans la paléohistoire, il y a 5-6 000 ans, et elle s'est répandue ensuite en Inde, dans toute l'Europe, en Grèce bien évidemment, donc en gros dans tout le monde indo-européen. Cette thèse des quatre âges est une structure mythologique. Au début, régnait l'âge d'or, sous le règne de Chronos, de Saturne. À cette époque, les hommes banquetaient avec les dieux. Il existait un printemps éternel. Il ne fallait pas aller loin pour aller chercher sa nourriture. Vous voyez, il y avait déjà des circuits courts. Il ne fallait pas travailler, le travail n'existe pas. Les hommes riaient beaucoup. Je vous dis ce que dit Ovide, simplement. Et c'était un monde où régnait l'abondance. L'âge d'argent vint ensuite avec le règne de Zeus, Jupiter. Zeus mit en place les saisons. Il raccourcit la longueur du printemps et survint le terrible hiver, qui obligea les hommes à se réfugier dans des maisons, à prévoir du grain pour l'avenir et à travailler, à se protéger du froid. Les conditions de vie devinrent déjà beaucoup plus difficiles. Ensuite, toujours sous le règne de Zeus, mais après le premier déluge, vint le règne de l'âge de bronze, où les hommes se firent remarquer par leur cruauté. Il n'y avait pas de meurtre, mais tout de même beaucoup de violence. C'était également pendant cet âge de bronze que naquirent les héros, qui eurent pour fonction évidemment de reconquérir le ciel, d'acquérir un statut divin et d'avoir un ensemble d'aventures extraordinaires qui sort de l'ordinaire. Et enfin vint l'âge du fer, le nôtre, dit-on, où les guerres font florès, les hommes perdent l'amour filial, la violence règne partout. C'est le moment où les géants amassent des immenses les pierres les unes sur les autres pour atteindre les étoiles. C'est le moment où Astrée, la fille de la déesse de la justice, quitte la terre qui est alors ensanglantée. Donc vous voyez que la succession des âges est en fait une dégradation de l'archétype. On passe d'un âge de lumière, qui est du reste la couleur de l'or, à un âge de fer, qui est la couleur de l'enfermement. On peut mettre ces quatre âges, qui est donc cette dégradation de la condition humaine, en relation avec les quatre grandes époques qu'a connues l'histoire de la civilisation humaine. On peut mettre l'âge d'or en relation avec chasse-cueillette.
la chasse et la cueillette. On sait aujourd'hui que pendant cette période d'âge d'or régnait l'abondance, ou plutôt pendant cette période de chasse-cueillette régnait l'abondance. Évidemment, les gens n'avaient pas à se déplacer loin pour trouver de la nourriture. Ils allaient... il y avait une harmonie, on va dire, avec le monde céleste, le monde des étoiles, une espèce d'osmose avec la nature. On peut, sur le plan historique, relier cette période chasse-cueillette à la période des mégalithes que j'évoquais tout à l'heure en introduction. Environ, allez, on va être large, on va dire 100 000 ans. 100 000 ans. Ensuite vint l'âge d'argent. L'âge d'argent, on peut développer sa relation analogique avec agriculture-élevage. Puisqu'à ce moment-là, Zeus invente les saisons et les hommes font des réserves de nourriture pour pallier aux hivers, aux crises, etc. Agriculture-élevage, on va dire 10 000 ans. Puis vint l'âge de bronze, en relation avec industrie-commerce, la troisième grande époque, industrie et commerce, où là, effectivement, on a la naissance de héros, entre guillemets. C'est-à-dire, on a des gens qui vont marcher jusqu'au pôle. On en a d'autres qui quittent leur famille, leur patrie, etc., pour aller explorer l'Afrique, je sais pas quoi, la conquête des Amériques, etc. Donc, cet âge correspond à un accroissement de l'émancipation de l'homme, de sa terre-patrie, de la nature. Et enfin, le dernier âge qui est l'âge de fer. Donc ici, on est à 3 siècles, à peu près. 3-4 siècles. 300-400 ans. Et l'âge de fer va correspondre à l'âge actuel, donc c'est-à-dire création, communication, qui est né, si on veut donner une date de naissance, allez, 1963 ou 62, naissance des premiers ordinateurs. Donc, on va dire, 40 ans, 50 ans. 40 à 50 ans. Pour redéployer ça par rapport à l'argent, pour mieux l'illustrer. Chasse-cueillette, c'est le troc. Je te donne une chèvre, tu me donnes le produit de ta chasse. Donc, l'échange ici est matériel. Je te donne 3 chameaux, 4 chèvres, 5 vaches, et puis tu me donnes autre chose. Agriculture, élevage, on a apparition des pièces de monnaie, c'est-à-dire on invente au fond quelque chose qui s'appelle l'argent, parce que un agriculteur, lorsqu'il a 1000 têtes de bétail, il ne va pas pouvoir les troquer contre 1000 têtes de chameaux, ça va être compliqué. Donc, il faut un médium qui ait de la valeur et qui permette de se transformer en n'importe quel objet. Donc c'est la fonction de l'argent, au fond, qui est de dématérialiser l'objet pour pouvoir, par un processus d'échange, en rematérialiser un autre. Au fond, l'invention de l'argent, c'est la première représentation symbolique profane. L'argent va représenter un objet, alors qu'ici, on a les mégalithes ou les statues qui représentent des dieux. Donc, lorsque on a un objet qui représente quelque chose qui a du sens, on est dans le champ du symbole. Lorsqu'on a un objet qui représente quelque chose de profane, c'est-à-dire qui n'a pas un sens particulier, si ce n'est l'objet lui-même, on est dans le champ, évidemment, du commerce. Donc la longue histoire de l'argent, c'est la longue histoire de la désacralisation de l'objet symbolique qui est la statue au Dieu. Donc, au fond, la désymbolisation commence dès l'agriculture-élevage.
Au moment des grandes conquêtes de l'Amérique et autres, l'argent devient du papier. Pour une raison assez simple, c'est que c'est encore trop lourd, des gros sacs de pièces de monnaie, et c'est dangereux de les transporter parce qu'il y a du brigandage. Donc, on invente les actions. Les premières actions furent inventées du fait de la colonisation de l'Amérique pour partager les risques des affréteurs qui préparaient un bateau pour aller jusque là-bas. Donc l'argent devint du papier. Et ensuite, l'argent, ça s'appelle une carte bleue. Autrement dit, c'est de la lumière. C'est des électrons qui se baladent. Quand vous retirez votre carte bleue, elle est immédiatement débitée, vous avez remarqué. Donc, l'argent est complètement virtualisé aujourd'hui. C'est devenu un chiffre pur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le moyen d'échange, qui s'appelle l'argent, est parti du statut d'objet au statut de nombre pur. Donc, en passant par le statut de pièce de monnaie, de papier et de lumière. Donc, on a un processus de dématérialisation, mais en même temps un processus d'objectivation du système. On peut faire la même remarque, je n'ai pas le temps de tout développer ici, mais simplement pour vous donner une idée, on peut faire la même remarque par rapport aux moyens de transport. Ici, le moyen de transport, c'était à pied, chasse-cueillette. Avec l'agriculture-élevage, c'était l'âne ou le cheval. Avec l'industrie-commerce, c'était, on va dire, la voiture, pour être emblématique, mais l'avion, etc. Et ici, le moyen de transport, on ne se transporte plus. C'est-à-dire, les vies sont nomades, mais les corps restent sédentaires. Autrement dit, le moyen de transport, c'est la lumière, c'est les conférences télévisuelles par Internet. Donc, la même chose s'est produite par rapport aux moyens de transport, c'est-à-dire la personne ici qui marche, qui a une application directe subjective dans la communication. Le cheval, c'est un peu plus affectif, mais on a déjà une dégradation du système. Ensuite, la voiture, ça a beau être très affectif, ça reste un tas de tôle. Et le fait de communiquer enfermé dans sa chambre en faisant des conférences télévisuelles à travers la lumière, on est dans le plus impersonnel possible. Et donc, par compensation, on va reconstruire des systèmes de projection. Donc, vous voyez ce qui se passe au cours de l'histoire, c'est que, au fond, on est passé pour le dire simplement, d'une identification à la nature et au divin pour aller vers une objectivité et une dématérialisation croissante de notre réalité. D'où le problème que j'évoquais tout à l'heure. On est dans un déni. Notre réalité étant complètement dématérialisée, on a même dématérialisé le sens des mots pour continuer à vivre selon nos propres systèmes de croyances dans cette incapacité profonde de voir la nature de la réalité. Vous avez remarqué une chose, c'est qu'on est passé de 100 000 ans à 10 000, à 300 et à 40. Donc on a une accélération du temps. Une explication possible pour expliquer cette accélération du temps des époques de la civilisation, c'est de dire au fond, l'évolution du monde est liée à la vitesse à laquelle une information est distribuée. Pour distribuer une nouvelle découverte, à pied, chasse-cueillette, il faut un certain temps pour faire le tour de la planète, surtout à pied. Donc, on va dire quelques siècles, voire 1000 ans, pour qu'une information nouvelle se transmette. À cheval, ça va déjà un peu plus vite. On est de l'ordre, on va dire, du siècle. En voiture, on va être de l'ordre de l'année. L'année, en avion, du jour. Et ici, on est de l'ordre de la seconde, puisque ça passe par Internet, vitesse de la lumière. Donc, le fait que les informations, la transmission d'informations augmente de manière exponentielle fait que les étapes de la civilisation s'accélèrent de plus en plus. Tout ça, c'est très bien. Vous avez remarqué un truc. Au-delà de la vitesse de la lumière, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire, le mythe, comme la logique, on va dire cerveau gauche, nous dit un truc, il n'y a pas de cinquième âge. Il n'y a pas de cinquième âge.
Et le quatrième âge, l'âge de fer, son temps est compté. Son temps est compté parce que dans la mesure où on va à la vitesse de la lumière, on arrive à un mur. On arrive à un mur temporel qui fait que les choses s'accélèrent tellement qu'on est nécessairement face à un changement ontologique et civilisationnel bien plus profond que ce que nous indique la crise d'aujourd'hui. Les gens, j'ai écouté un jour quelqu'un du WWF qui disait « on va probablement vers la 6e grande extinction ». Alors, c'est intéressant de voir que cette thèse, on la retrouve au fond à travers les 4 âges. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Le mythe nous dit la chose suivante, qui est assez intéressante. Il nous dit, lorsque Zeus détruit le monde par le déluge, dans l'histoire de Prométhée, il nous dit qu'il évite d'employer le feu, il préfère employer l'eau. Et pourquoi préfère-t-il ne pas employer le feu ? Simplement parce que il est dit, on sait qu'un jour, le monde des humains et le monde des dieux, édifié avec tant d'art, sera détruit par le feu, à la fin des temps. Donc c'est intéressant cette relation entre la lumière, entre le feu, et entre cette évolution des 4 âges, si on fait le parallèle avec, évidemment, les grandes époques de notre culture. Donc qu'est-ce qui nous attend demain ? Le grand inconnu, bien sûr. Le grand inconnu. Soit le feu de l'éveil, de l'illumination, soit le feu... Gaston Bachelard avait cette jolie formule à propos du feu. Il disait « le feu est à la fois cuisine et apocalypse ». Donc soit le feu de l'apocalypse, mais apocalypse voulant aussi dire révélation, soit le feu évidemment de la cuisine, c'est-à-dire du changement ontologique de la nature humaine. Donc on est dans une grande période de mutation, qui est plus qu'une mutation de civilisation occidentale, qui est une mutation qui concerne en réalité l'ensemble de l'histoire de l'humanité, si on regarde les choses comme ça en tout cas. Qu'est-ce que ça nous a apporté, cette histoire-là ? Je l'évoquais tout à l'heure, 2 choses importantes. Le passage d'une culture totalement subjective, c'est-à-dire où l'homme était collé aux archétypes, était collé aux dieux, à un monde où l'homme est dans une totale liberté. Donc passage de la dépendance à l'indépendance. Pourquoi l'homme est dans une totale liberté ? Parce qu'il s'est complètement décollé, il a tué ses dieux, comme disait Nietzsche. C'est intéressant de relire Nietzsche, du reste. Dans Le Gai Savoir, je crois, il parle de ça. Il dit, au fond, l'homme a tué ses dieux, mais il insiste en disant, oui, mais vous savez, c'est formidable de comprendre que l'homme a tué ses dieux, parce que les dieux ont existé, et l'homme a tué quelque chose qui a existé. C'est le sens, je ne sais pas la situation exacte, mais le sens, c'est ça. Donc, au fond, il ne récuse pas ce qu'il appelait les arrière-mondes, mais il annonce la libération de l'homme de ces mondes métaphysiques. Et qui est effectivement le grand travail, au fond, de notre époque moderne. L'avantage, c'est la liberté. Le prix à payer, c'est quoi ? C'est la perte de sens. C'est la perte de cette alliance avec ce que Socrate appelait son daimon. Le daimon de Socrate, c'était cette espèce d'esprit à l'intérieur de lui-même qui l'inspirait et qui lui permettait d'être dans la création, d'être dans la parole, d'être dans l'invention philosophique. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment reconstruire une nouvelle alliance avec ce monde du sens, compte tenu des acquis de l'histoire. On peut évidemment regretter qu'on soit passé d'un âge d'or à un âge de fer, mais on peut aussi en voir l'avantage qui est l'acquisition de la liberté humaine et l'objectivation, le fait d'être dans la lumière, dans l'objectivité par rapport au monde qui nous entoure. Donc comment recréer une nouvelle alliance avec ce monde du sens, c'est évidemment une des questions importantes. Un autre point important en relation avec ces 4 âges, et qui touche notre sujet ce soir, c'est la question du temps. Pourquoi la question du temps ? Parce que le progrès est intimement lié au temps. Si on demande banalement à quelqu'un qu'est-ce que c'est que le progrès pour vous, il y a des chances que cette personne vous réponde
Le progrès, c'est que demain soit mieux qu'aujourd'hui. Le progrès, c'est que ça avance. Le progrès, c'est qu'il y ait des améliorations, etc. Donc on pense que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Donc le progrès est intimement lié à notre relation au temps. Alors je vous invite à voir qu'il y a plusieurs possibilités de voir la relation au temps. Je fais ça exprès parce que on est tellement formaté par notre culture que ce n'est pas forcément toujours facile à intégrer. Chaque âge a développé sa propre relation au temps. Chasse-cueillette, le temps était cyclique. Autrement dit, ce sont les sociétés premières, les peuples premiers, ce sont des peuples sans histoire, qui ne sont pas rentrés dans le processus de l'histoire. Ce sont des peuples sans mémoire, ce sont des peuples pour qui tout événement personnel est un péché, parce que ça déroge à l'exemplaire, c'est-à-dire à l'archétype. Donc, dans cette lecture des peuples premiers, le temps est un ennemi qu'il faut absolument revenir aux origines du mythe fondateur, qui donne vie, sens, puissance à la communauté, à la collectivité. Donc l'individualisme, évidemment, n'existe pas. Encore aujourd'hui, chez les Kogi ou d'autres peuples premiers, l'individualisme n'existe pas. Et toute nouveauté, tout anicroche, toute différence doit être effacée. L'usure du temps doit être effacée pour revenir chaque année aux conditions originelles. À l'origine, une grande fête tous les ans permettait de racheter les péchés de l'année. Cette fête, aujourd'hui, ça s'appelle le carnaval. On en a gardé le souvenir dans le carnaval, en tout cas. C'est-à-dire, c'était, ou les anthestéries dans la Grèce antique, c'est-à-dire, c'était ce moment où les lois du monde objectif, les lois de la raison sont annulées, annihilées, effacées, et où tout devient possible. L'esclave prend la place du roi, les licences sexuelles sont autorisées. C'est aussi le moment où les écoles de mystère enseignent les initiés. C'est le moment où les tablettes du destin sont fixées pour les 12 mois à venir, etc. Donc c'est ce moment de folie, d'heureuse folie, de catharsis, qui fait que la communauté va pouvoir ensuite, à travers cette catharsis, purifier toutes ces fautes liées au fait de ne pas avoir été exemplaire par rapport à son mythe fondateur et de retrouver ses origines. Donc à l'origine, l'Apocalypse était une philosophie optimiste. C'est important de voir ça. Hein. C'est Mircea Eliade qui pointe ça. Optimiste. C'est-à-dire la thèse de l'Apocalypse, c'est-à-dire la thèse de la fin des temps, est une philosophie optimiste parce qu'elle permet le renouvellement du temps. Elle permet de revenir à la conscience du divin, à la conscience du tout, à la conscience de l'archétype. Vous mettez ce que vous voulez derrière. De retrouver l'entheos, l'enthousiasme. Puis sont arrivés avec l'agriculture-élevage, il y a à peu près 10 000 ans, en gros, 7 000 ans, les monothéismes. Alors le monothéisme et les cultures ou les civilisations qui ont laissé des traces dans l'histoire, autrement dit les civilisations de la mémoire, à travers l'architecture, les pyramides, à travers l'écriture cunéiforme, donc les Babyloniens, les Sumériens, et puis bien sûr à travers le livre, le premier livre étant bien sûr les livres religieux. Donc le fait de rentrer dans la mémoire, d'accumuler de la mémoire, va faire que le temps va se linéariser. Donc la thèse ici, notre rapport au temps, c'est de dire... Alors vous avez compris que dans les sociétés premières, tout progrès est un péché. Tout progrès est une catastrophe, parce que tout progrès est un changement. Donc il ne faut surtout pas changer pour rester en dehors du processus de l'histoire. Le vrai progrès, ici, c'est de revenir vers la conscience ontologique, c'est de revenir vers le mythe. Donc le progrès, si on l'applique à nous aujourd'hui, ça va être... Parce qu'au fond, l'âge de fer est une période où... C'est l'âge du zapping, c'est-à-dire c'est une période où tous les temps vont se mélanger, et c'est une période où toutes les cultures peuvent ressurgir. L'âge du grand mélange. Donc, si on le ramène à nous aujourd'hui, le progrès, c'est quoi? Dans la logique des peuples premiers, c'est d'aller vers l'être
et de reprendre au fond ce que disait Nietzsche, qu'il a repris un Pindare, deviens ce que tu es. Le progrès, c'est de devenir ce que je suis. C'est-à-dire de revenir aux origines. Ici, peuple de la mémoire, le temps cyclique, peuple messianique, le temps s'élargit, mais il a quand même une direction et un sens. On part d'un alpha, on part et on va vers un oméga. Autrement dit, on part d'un âge sombre et on va vers un âge de lumière. La lumière, c'est quoi ? C'est la révélation et la manifestation sur Terre de la volonté de Dieu. C'est l'incarnation de l'archétype par le peuple des croyants. On est encore beaucoup dans cette logique, bien évidemment. On pense que demain sera mieux qu'aujourd'hui, donc c'est une pensée messianique. Et on pense qu'il faut faire des progrès, qu'il faut avancer, qu'on doit évoluer. L'idée d'évolution est liée à ce sens messianique du temps. On pense que je dois faire des efforts pour avancer dans ma carrière, pour avancer dans ma vie spirituelle, pour avancer dans ma vie conjugale, que sais-je encore. Donc au fond, je dis, je suis là, et je dois aller là. À condition que le temps soit bien comme ça. S'il n'est pas comme ça, on est planté. Donc on est un peu conditionné par cette idée du temps messianique, du fait évidemment de l'importance des monothéismes dans nos cultures. L'Apocalypse est, autrement dit, le renouvellement du temps qui avait lieu chaque année chez les peuples premiers, et ici renvoyé à la fin des temps. Et à la fin des temps, évidemment, on aura 1000 ans de bonheur, 1000 ans d'âge d'or, etc., etc. Donc vous voyez que cette idée d'Apocalypse n'est pas une propriété intellectuelle originelle des peuples de la mémoire, mais que ça a été repris et considéré, repoussé à la fin du temps historique, du temps de l'histoire. Donc le temps, c'est une espèce de... Il a été spatialisé, comme avec l'invention de la montre, et il a été rendu complètement neutre. Il n'est plus porteur de sens, comme dans le messianisme. Il n'est plus le moyen de révéler la vérité parce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et il n'est plus non plus un ennemi à se débarrasser parce qu'au fond, il nous éloigne de nous-mêmes, il nous éloigne de l'archétype, il nous éloigne du mythe, il nous éloigne de la présence. C'est quelque chose qui a été rendu objectif. Donc j'insiste là-dessus parce qu'évidemment, dans le darwinisme, qui est né à cette époque temporelle, si je puis dire, à cette époque de la civilisation, et qu'on a utilisé comme modèle pour construire un modèle socio-économique. On peut le discuter, mais il a une dimension obsolète. Il date d'une autre ère. Il date de l'ère du bronze, alors qu'on est dans l'ère du fer. Donc, que nous dit le darwinisme ? Au fond, il nous dit qu'une espèce vivante, un organisme biologique, n'a pas d'intention, et que simplement, il s'adapte mécaniquement, c'est-à-dire par mutation, pression de la sélection, autrement dit par hasard, à son contexte, à son environnement. Donc il ne choisit rien, c'est une logique mécanique. Notre économie est basée sur cette logique mécanique, puisqu'elle prend comme modèle pour se justifier la thèse de la compétitivité et de la concurrence darwinienne entre les espèces. Donc j'essaierai de vous montrer tout à l'heure que cette thèse, si elle est vraie en termes de microévolution, n'est pas vraie pour l'ensemble de l'évolution. Je donnerai des exemples tout à l'heure. Donc en tout cas, ici, notre rapport au temps est de dire le temps n'a pas de sens. Donc on rentre dans un système chaotique, on rentre dans un système insignifiant, on rentre dans quelque chose où tout le monde peut donner le sens qu'il veut à sa vie, à son existence, au monde, à sa culture, etc. Et puis aujourd'hui, me direz-vous. Donc 4e âge, âge de fer. On est dans cette chose curieuse, là encore, pour vous prendre une image, mais une métaphore qui existe en même temps. Qu'est-ce qui se passe en musique ? On assiste au métissage des musiques du monde. Autrement dit, on est dans l'ère du zapping. On est dans cette ère où, au fond, ces 3 temps anciens reviennent et se remélangent aujourd'hui. Juste un exemple. Pourquoi est-il si difficile d'abandonner le dimanche ?
savez, cette grande discussion sur est-ce qu'il faut travailler le dimanche. C'est un problème qui relève de la chasse-cueillette. Pourquoi? Parce que vous savez qu'au 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc en se reposant le dimanche, on réitère l'action de l'archétype, fondateur de notre culture, de notre société. Donc au fond, cette discussion sur pourquoi ne pas travailler le dimanche est une discussion métaphysique, ontologique. Est-ce qu'on répète l'acte de l'archétype, l'acte du Dieu fondateur, ou est-ce que, au contraire, on fait une espèce de trahison? Ce qui m'a toujours fasciné, c'est que c'était les syndicats de gauche laïcs qui défendaient le fait de ne pas travailler le dimanche. Mais bon, c'est des fois bizarre. On a tous des âges d'argent. On a tous des missions professionnelles, mais le terme mission est un terme religieux. Les premières missions sont les religions qui se sont installées en Amérique du Sud ou ailleurs pour conquérir plus d'âmes. Donc le terme mission suppose qu'on croit dans un temps messianique et qu'on croit qu'on a des objectifs à atteindre et que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et puis, on est tous dans une forme aussi de no man's land, de perte de sens, de chaos, de monde où les repères s'effacent, le temps scientifique qui a perdu son support signifiant. Donc tous les temps aujourd'hui ici se mélangent. Mais j'ai envie de vous proposer un 4e sens du temps, qui peut être emblématique d'ici. On peut réfléchir de la manière suivante. On pense en général que c'est le passé qui produit l'avenir. Évidemment, si je décide, je suis là et je décide d'aller là, c'est le passé qui produit l'avenir. Mais en fait, pas vraiment. C'est le présent qui produit le passé. C'est le présent qui produit le passé. Un événement ne peut pas avoir existé avant d'exister. Un événement ne peut pas avoir existé avant d'exister. Donc au fond, pour vous prendre une image, c'est comme le fil de soie qui se dévide de l'araignée. La soie passée ne peut pas produire la soie présente. Et le passé, c'est juste ce qui n'a pas disparu du présent. Et qui est encore dans le présent. Et qui en fait alourdit le présent et l'empêche de se renouveler. Donc on peut voir le présent comme étant ce point où va s'engouffrer le futur et qui va être d'autant plus ouvert et disponible, c'est-à-dire propice à la création du nouveau, que nous ne sommes pas embibochés, enrubanés dans le passé qui n'est pas encore effacé. Donc je vous invite à voir cette lecture inversée du sens, qui est de dire au fond le présent, c'est le seul moment où l'on peut contacter l'archétype, et que le passé, au fond, c'est quelque chose qui va soit aider à stabiliser le présent dans une forme, soit nous empêcher de percevoir la lumière créatrice du présent. À l'heure d'Internet, c'est intéressant de réfléchir qu'est-ce que c'est que l'instantanéité et les processus d'acquisition directe de l'information. Sur le plan métaphorique, mais ça peut se faire sur le plan intérieur, bien évidemment. Donc ce temps-là nous invite à une nouvelle alliance avec le monde du sens. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité depuis les peuples premiers? Il s'est passé que le temps a été intériorisé. C'est-à-dire les peuples premiers rejetaient le temps comme un ennemi qui empêche le contact avec l'archétype, en tant que collectif, en tant que collectivité. Les peuples de la mémoire se sont dit, au fond, le temps, c'est un allié nécessaire. Mon seul choix, c'est de me tromper. Je peux accomplir ou ne pas accomplir la parole de Dieu. Donc ici, on s'est déjà rabiboché, si je puis dire. On a commencé à utiliser le temps. Dans le société de âge de bronze, industrie-commerce, le temps est devenu quelque chose, on va dire, qui a disponibilité de tous, mais c'est un gadget, c'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut finalement. La liberté humaine fait qu'on peut faire ce qu'on veut de son temps, on peut choisir d'aller là, d'aller ailleurs, etc. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de sens collectif qui nous impose quoi que ce soit. Et ici, le temps devient
comment on en fait ce qu'on veut, il est à nouveau encore un peu plus intériorisé et il devient la source de la création, de la créativité, parce que c'est le seul lieu où le futur, c'est-à-dire la présence de l'archétype, peut s'engouffrer. Donc ici, on est en chemin probablement vers une nouvelle alliance avec le monde du sens, qui ne soit plus une relation de dépendance, mais une relation de coopération. Donc, je vous propose cette lecture. Où est-ce que je me positionne? Où est-ce que vous vous positionnez? Est-ce qu'il y a une nostalgie de l'âge d'or? Est-ce que ce qui est important pour moi dans ma vie, c'est d'avancer, d'accomplir des missions, alors que tout est peut-être déjà là? Est-ce que c'est important d'accueillir le vide, le no man's land métaphysique? Ou est-ce qu'au contraire, je peux me brancher sur le monde du sens et coopérer avec lui? C'est sans doute à cette condition que l'Apocalypse pourra devenir une apocalypse de lumière et non pas une apocalypse de feu. Alors, donc ça c'est pour les 4 âges, qui nous dit 2 choses importantes. La situation est urgente. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et qui nous dit également notre relation au monde du sens, au monde des archétypes, peut changer si on accepte d'entrer dans le temps. On va le dire ça comme ça.